Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours du module de Parallel Programming for Embedded MPSoC. Durant ce deuxième cours, nous allons nous intéresser à des aspects un peu plus techniques et nous allons donc voir trois techniques de programmation parallèle que nous utiliserons durant les séances de TP. Et donc commençons tout de suite par la première de ces trois techniques. Il s'agit de pthread. Pthread, comme son nom l'indique, permet de programmer avec des threads. Et nous allons voir tout de suite ce que cela veut dire. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un thread? On en a déjà parlé dans la dernière lecture, dans le dernier cours. Eh bien, nous allons expliciter un petit peu plus ce dont il s'agit. Un thread, c'est ce qu'on va appeler un flow de contrôle, un flux d'instructions indépendant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, on va rappeler rapidement ce qu'est une instruction. Une instruction, ça peut être une instruction simple. Un store, un load, une addition, une multiplication, une comparaison, par exemple. Donc on parle ici d'instructions au sens assembleur du terme. Il y a également des instructions de branchement, comme des sauts, inconditionnels ou conditionnels dans le programme, ou des appels de fonctions. Mais il y a également des instructions qui ne sont pas des instructions assembleurs, mais des instructions système, telles que le malloc pour allouer de la mémoire dynamiquement, ou le fopen pour ouvrir un fichier, le printf pour afficher un message dans la console. Ici, on parle d'instructions système, puisque ce sont des instructions qui vont en réalité demander un service au système d'exploitation sur lequel le programme est exécuté. Par exemple, lorsque l'on fait un fopen, eh bien, on va demander au système d'exploitation d'ouvrir un fichier dans le système du fichier. Le système d'exploitation va nous l'accorder l'autorisation ou pas, et s'il nous accorde l'autorisation, il va donner à notre programme une clé, un pointeur, qui va nous permettre d'accéder en lecture ou en écriture au fichier auquel on a demandé l'accès. Et donc, on a bien un échange entre le logiciel et le système d'exploitation. Alors, je vous ai présenté en dessous un code très simple qui est un code qui représente un thread. Il s'agit vraiment d'une suite d'instructions dans lequel on va déclarer des variables, float var égale 13, puis on va faire appel à des fonctions, comme la fonction isPrime à la troisième ligne, et on a le code de la fonction isPrime en dessous. Et donc là, on a le code qui est le code d'un petit programme qui pourrait tout à fait être le code d'un thread. Il s'agit d'une suite d'instructions avec un état, puisqu'il y a des variables, et qu'on va exécuter tout à fait normalement, comme ce que vous avez vu dans tous vos modules de programmation. Alors, pourquoi un flux indépendant? Eh bien, tout simplement parce qu'il est possible d'exécuter de manière parallèle, de manière concurrente, plusieurs threads sur un ou plusieurs cœurs. Effectivement, on va pouvoir parler de parallélisme même lorsque deux threads s'exécutent sur un seul et unique cœur en parallèle. Alors, comment cela est possible? Eh bien, c'est possible grâce au mécanisme de préemption. La préemption, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quand un thread qui a commencé à s'exécuter, c'est-à-dire qu'on a déjà exécuté certaines de ces instructions, eh bien ce thread va être mis en pause et un autre thread va être exécuté sur le même cœur. Alors, on va voir un exemple. Ici, donc, on a deux threads, le thread 0 et le thread 1, et un seul et unique cœur, le corps 0. Je vais commencer par exécuter le thread 0, et je vais exécuter les lignes 1 et 2. Ensuite, le thread va être mis en pause. Il va être enregistré, on va enregistrer son état, et on va donner la possibilité au thread 1 de s'exécuter sur ce même cœur à la place. Et donc, le thread 1 commence à s'exécuter, sa ligne 1 à 3 commence à s'exécuter. Puis le thread 1 est mis en pause, et on revient au thread 0, qui exécute cette fois-ci la ligne 3 avec un appel de fonction qui lui fait sauter à la ligne 7, et il exécute la ligne 7 à la ligne A dans la fonction avant d'être à nouveau mis en pause, etc., etc. Et donc là, sur un seul cœur, on a multiplexé temporellement l'exécution des deux threads. Et donc, virtuellement, les deux threads s'exécutent en parallèle sur un seul cœur, puisque l'état d'exécution de chacun des deux threads va avancer progressivement à chaque fois qu'il aura accès au cœur. Si on imagine que l'utilisateur ne voit pas ce qui se passe au niveau du cœur, l'utilisateur va voir les deux programmes avancer leur exécution de manière tout à fait parallèle l'une à l'autre. Il n'a pas besoin d'attendre que le thread 0 ait terminé son exécution pour que le thread 1 puisse commencer la sienne. On a donc une sorte de parallélisme, même si en pratique, à un instant donné, le cœur 0 n'exécute le code que d'un seul des deux threads. Et c'est vraiment la préemption qui va permettre ce parallélisme, même en monocœur.
Évidemment, si on avait plusieurs cœurs, on aurait pu exécuter le thread 0 sur le cœur 0 et le thread 1 sur le cœur 1 sans avoir besoin de s'échanger les ressources. L'un des exemples qu'on pourrait avoir dans la console en exécutant ces deux programmes, eh bien T0 va nous afficher 1 et T1 va nous afficher 0. Alors, quand je dis qu'on préempte le thread, c'est-à-dire qu'on le met en pause, je vous ai mentionné qu'on enregistrait l'état du thread. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va me permettre, qu'est-ce que je dois enregistrer lorsque je souhaite enregistrer l'état d'un thread? Eh bien pour ça, on va procéder pas à pas en regardant qu'est-ce qui est nécessaire d'enregistrer pour arrêter et reprendre un thread à un moment donné. Première ligne de code, je déclare une variable. Alors si on se rappelle de vos cours de programmation en assembleur, vous allez vous rappeler que déjà une première chose, j'ai besoin de savoir quelle est la ligne de code que je suis en train d'exécuter. Donc ça, c'est le program counter, qui est un registre de votre architecture. Et donc là, il contient la valeur 1. J'ai besoin également d'une stack. La stack, c'est ce qui va me permettre, eh bien, tout simplement, d'allouer en mémoire les variables locales de mon programme. Et donc là, quand je déclare une variable var de type float, eh bien, je vais réserver sur la stack, donc dans la mémoire de mon processeur, je vais réserver un espace mémoire pour cette variable dont la valeur est 13. Puisque cette valeur va bientôt être utilisée, eh bien, je vais directement la charger dans un registre, ce qui se ferait normalement par une opération de load, et donc l'un des registres de mon processeur va contenir la valeur de la variable 13, qui est une copie de la valeur qui est actuellement dans la stack. Je passe à la ligne suivante, le programme counter se met à jour, et je déclare une nouvelle variable. Cette fois-ci, cette variable n'est pas initialisée, donc j'ai tout de même besoin de réserver un espace pour cette variable dans ma stack, mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin de charger un registre, puisque je ne connais actuellement pas la valeur de cette variable, donc je n'aurai rien à mettre de particulier dans mon registre. On continue, on arrive à la troisième ligne, et cette fois-ci, on arrive à un appel de fonction. Alors, un appel de fonction, comment ça fonctionne? Encore une fois, je vous invite à reconsulter des cours d'assembleur que vous avez pu avoir. Un appel de fonction, eh bien, ça va stocker également des choses dans la stack. Qu'est-ce que ça va stocker? Eh bien, ça va déjà stocker les paramètres qui ont été passés à la fonction. Donc ici, la valeur de la variable var qui est passée en argument à la fonction, donc c'est-à-dire 13, qui va être empilée dans la stack, mais également l'adresse de retour de cette fonction. L'adresse de retour, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'adresse de la ligne de code qui devra être exécutée lorsque la fonction aura terminé d'être exécutée. Donc là, typiquement, quand la fonction isPrime aura terminé son exécution, eh bien, il faudra revenir à la ligne de code numéro 3 pour reprendre le cours du programme après l'appel de fonction. Et cette information est également stockée dans la stack. On exécute la fonction, on se retrouve donc à la première ligne de code de cette fonction, on déclare une nouvelle variable qui va, on s'en doute maintenant, se placer dans la stack, et pour terminer, on va arriver sur une boucle while. Alors, la boucle while, on pourrait la décomposer en de nombreuses instructions assembleurs, et on va s'intéresser particulièrement à ce qui se trouve dans la condition du while. Donc, la SQRT, ça va être un appel de fonction, je ne vais pas le détailler, mais ce qui va nous intéresser, c'est la comparaison. Une comparaison en assembleur, ça va se faire en deux temps. On va d'abord effectuer la comparaison entre i et SQRT de v. Ça va se faire via finalement une simple soustraction. Cette soustraction va mettre à jour ce qu'on appelle les status flags. Les status flags, c'est un registre particulier du processeur qui va stocker des informations sur le résultat de la dernière opération qui a été effectuée. Et donc, si on fait i moins SQRT de v, le résultat, par exemple, peut être égal à 0. Dans ces cas-là, le status flag va indiquer que le résultat de la dernière opération était égal à 0. Par la suite, quand on va vouloir effectuer la boucle while, qui est un branchement conditionnel, c'est-à-dire soit je vais exécuter la ligne 9, soit je vais sauter à la ligne C, eh bien on va regarder le résultat qui est actuellement stocké dans le status flag, on va regarder est-ce que ce résultat est vrai, faux, et en fonction de ce résultat-là, on va soit exécuter la ligne 9, soit la ligne C. Et donc, si je devais mettre en pause mon thread entre le moment où j'exécute la comparaison et le moment où je fais ce branchement conditionnel, eh bien, il faudrait également sauvegarder l'état de ces status flags.
Et donc là, on a terminé. On a sur le côté l'ensemble des informations qu'il va falloir sauvegarder lorsque l'on va mettre en pause le thread, et l'ensemble des informations qu'il va falloir recharger lorsqu'on va vouloir reprendre l'exécution du thread exactement là où elle s'était arrêtée. Alors, il existe de nombreux attributs pour les threads. À quoi ça sert ces attributs? Eh bien, ça sert à caractériser le fonctionnement d'un thread. Le premier, c'est tout simplement un identifiant. À chaque fois que l'on va créer un thread dans un programme, eh bien, on va l'identifier, le plus souvent par un numéro, mais certains API de programmation permettent également de nommer les threads via des chaînes de caractères. Un deuxième attribut qui caractérise les threads, c'est l'affinité des cœurs. L'affinité des cœurs, c'est une propriété que chaque thread possède et qui permet de spécifier sur quel cœur un thread a le droit de s'exécuter. Donc c'est typiquement spécifié à ce qu'on appelle un masque d'affinité, c'est-à-dire un mot binaire qui contient autant de bits qu'il y a de processeurs dans l'architecture sur laquelle le thread doit s'exécuter. Et chaque bit, qui correspond donc à un cœur de l'architecture, va être mis à 0 si le thread n'a pas le droit de s'exécuter sur ce cœur, et va être mis à 1 si le thread a le droit de s'exécuter sur ce cœur. De cette manière-là, on va pouvoir contrôler les cœurs sur lesquels le thread peut s'exécuter, et le système d'exploitation, qui, je le rappelle, est chargé de décider sur quel cœur un thread s'exécute, eh bien, va devoir en tenir compte lors de son placement des threads sur les cœurs. Ensuite, on a la priorité. Alors la priorité, eh bien, c'est encore une information que va utiliser le système d'exploitation pour savoir quel est le prochain thread qui va accéder à un cœur pour s'exécuter. Plus un thread a une priorité importante, plus il aura tendance à avoir souvent accès au cœur. A contrario, un thread qui aura une priorité faible aura moins souvent accès aux ressources de calcul. Encore une fois, c'est au système d'exploitation, à chaque fois qu'il le décide, de décider quel est le thread qui va accéder à quel cœur sur mon architecture. Et bien à ce moment-là, le système d'exploitation va regarder les priorités, et en fonction des priorités et en fonction de ce qui s'est passé précédemment, il va choisir quel thread, le plus prioritaire de préférence, mais parfois aussi les moins prioritaires pour éviter qu'il reste bloqué indéfiniment à ne pas s'exécuter, accédera au cœur. Ensuite, on a la scheduling policy. Alors la scheduling policy, c'est pas quelque chose qui est systématique, mais c'est une propriété qui existe et qui permet également d'indiquer de quelle manière un thread va être schedulé. Par exemple, on va pouvoir, dans certaines API, spécifier qu'un thread va être temps réel. Un thread temps réel ne sera pas préemptible, par exemple. Ou alors, il devra attendre certains points très particuliers, certains appels de fonctions très particuliers dans le programme pour pouvoir être mis en pause. Un thread qui n'est pas à temps réel peut, par définition, être préempté n'importe quand. Joinable, eh bien, c'est une propriété qui permet de signifier qu'il est possible pour un thread B d'attendre la fin d'un autre thread A. D'accord? Un thread qui n'est pas joignable, personne ne peut attendre la fin de son exécution. On y reviendra un peu plus tard. La taille de la stack, eh bien, comme son nom l'indique, c'est la quantité de mémoire allouée pour la stack, etc., etc. Il existe de nombreuses autres propriétés, je vous ai présenté ici celles qui me paraissaient les plus importantes à connaître. Toutes ces propriétés ne sont pas nécessairement supportées par le système d'exploitation. Par exemple, dans pthread, l'affinité des cœurs n'est absolument pas supportée sous Windows. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un masque d'affinité à vos threads, Windows n'en tiendra pas compte lors de son exécution, et il placera les calculs des threads sur n'importe quel cœur, indépendamment de l'affinité que vous avez spécifiée. Alors, maintenant, on va s'intéresser au concept de processus. Alors, quand on parle de parallélisme, on va souvent avoir ces deux notions qui s'opposent. La notion de thread, qu'on a déjà détaillée, et la notion de processus. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce qu'est un processus. Un processus, c'est quoi? C'est un exécutable. C'est typiquement un binaire que vous avez sur votre ordinateur, sur lequel vous double-cliquez et qui se lance, qui lance un programme. D'accord? Ou une commande que vous tapez dans votre console et qui va lancer un programme dans votre système d'exploitation. D'accord? Un processus peut également être créé via un appel en langage C à la fonction fork. La fonction fork, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle va prendre le programme que vous êtes en train d'exécuter, d'accord?
Et donc elle va prendre tout ce qui représente ce programme, toute la mémoire qui permet de représenter ce programme, et elle va la dupliquer. C'est-à-dire que votre programme va, à partir du moment où vous appelez cette fonction-là, s'exécuter 2 fois en parallèle. Le même programme. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un process? Un process, il est également identifié par des identifiants. Un identifiant de l'utilisateur qui a lancé ce processus et un identifiant de groupe. Un processus est également associé à un répertoire de travail. Ça, c'est très important. À chaque fois que vous lancez une commande ou un programme, ce programme va considérer un dossier de votre disque dur comme étant son répertoire de travail par défaut. Typiquement, si dans votre programme vous faites un fopen toto.txt, eh bien, par défaut, le programme va chercher le fichier toto.txt dans ce fameux répertoire de travail. Chaque processus est également associé à un espace mémoire pour toutes les données allouées statiquement, c'est-à-dire toutes les variables globales de votre programme, mais également pour toutes les données allouées dynamiquement, c'est-à-dire toutes les données allouées en faisant un appel à un malloc, qui, je le rappelle, sont des données, sont des espaces mémoire fournis par le système d'exploitation à votre processus. Chaque processus va également être associé à des descripteurs de fichiers qu'il va obtenir via un appel à la fonction fopen. Un descripteur de fichier qui est donné à un processus, c'est-à-dire quand un processus fait fopen toto.txt, il va obtenir ce qu'on appelle un descripteur de fichier, c'est une espèce de clé qui va lui permettre de lire et d'écrire dans ce fichier. Eh bien, cette clé ne peut être utilisée que par le processus qui a fait appel au fopen. Si, par un mécanisme obscur, le processus parvenait à passer cette clé à un autre programme, cet autre programme ne pourrait pas l'utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que la clé, elle a été donnée par le système d'exploitation à un processus donné. Si un autre processus tente d'utiliser cette clé, le système d'exploitation va identifier immédiatement que cette clé ne lui avait pas été donnée, et donc il va refuser l'accès en lecture ou en écriture au fichier. Il faudra que cet autre processus obtienne lui-même sa propre clé pour pouvoir continuer à fonctionner. Les mêmes mécanismes vont fonctionner avec les entrées et les sorties standards, stdio, la console, et stdr pour afficher des erreurs, mais également pour la gestion des sockets pour communiquer sur le réseau, ou des locks pour aller locker l'accès à certains fichiers pour éviter que d'autres fichiers, par exemple, y accèdent en parallèle, des fichiers ou des ressources. Et enfin, dernière chose, un processus va posséder des threads. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un processus, qui est un programme qui s'exécute sur votre ordinateur, eh bien, un ou plusieurs threads vont pouvoir s'exécuter et ces threads appartiennent à un processus. On continue cette petite comparaison entre les processus et les threads. En ce qui concerne les ressources partagées, quand vous avez plusieurs processus qui tournent sur une même machine, sur un même ordinateur, sur un même système d'exploitation, eh bien ces processus ne partagent aucune ressource, excepté s'ils font appel à des mécanismes du système d'exploitation pour partager des ressources. Mais par défaut, quand vous avez deux processus qui tournent sur un même ordinateur, par mesure de sécurité, l'espace mémoire auquel ces processus peuvent accéder, les fichiers auxquels ces processus peuvent accéder sont tout à fait disjoints et ils ne peuvent pas aller se communiquer ces données les uns aux autres sans passer par le système d'exploitation. C'est une mesure de sécurité. Les threads, en revanche, qui appartiennent, je le rappelle, à un processus, eh bien plusieurs threads qui appartiennent à un processus peuvent naturellement accéder à toutes les ressources de ce processus. Et donc toute la mémoire qui a été allouée dynamiquement au sein de ce processus, par un thread ou par les autres, tous les fichiers qui ont été ouverts au sein de ce processus, par un thread comme par les autres, sont accessibles à l'ensemble des threads de ce processus, sans avoir besoin de faire appel à des mécanismes du système d'exploitation. On a donc, dans les threads, eh bien, une possibilité de communiquer des données très facilement. Ici, on a un compromis entre la facilité de programmation et de débugage et la sécurité. Typiquement, si on veut isoler des différents calculs pour éviter qu'ils se gênent les uns les autres ou pour éviter qu'ils corrompent des fichiers ou par mesure de sécurité, on va plutôt utiliser des processus, puisqu'ils sont isolés par nature.
En revanche, si on a besoin que plusieurs calculs parallèles communiquent régulièrement des données, on va plutôt essayer de les mettre au sein du même programme, du même processus, et donc de les mettre sous forme de plusieurs threads appartenant au même processus. Un exemple typique de ces deux approches, eh bien, c'est ce qui se faisait historiquement dans Firefox et dans Chrome. Dans Firefox, chaque onglet est géré par un thread, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez un nouveau thread, un nouvel onglet dans votre navigateur, eh bien un nouveau thread va se lancer pour gérer cet onglet. C'est plus rapide. En revanche, dans Chrome, eh bien, quand vous ouvrez plusieurs onglets, eh bien, c'est un nouveau processus qui va être créé à chaque fois, ce qui va permettre de mieux isoler les ressources de chaque onglet et donc d'avoir une meilleure sécurité du navigateur. Alors, quelques discussions encore sur les processus et les threads, du point de vue de la surcharge du travail qu'implique la création d'un thread ou d'un processus. La création d'un processus demande beaucoup plus de travail de la part du système d'exploitation. On estime environ que créer un thread, un nouveau thread, va être entre 2 et 50 fois plus rapide que créer un nouveau processus. Du point de vue de l'indépendance, il y a également des choses intéressantes. Si un thread à l'intérieur d'un processus plante, si se termine de manière illégale ou qu'il fait appel à la fonction exit, eh bien, cela va provoquer la fin du processus auquel il appartient, et quand un processus s'arrête, eh bien naturellement tous ces threads vont devoir s'arrêter. Donc ça veut dire que lorsqu'un thread va planter, il va provoquer le plantage de l'ensemble du processus et de l'ensemble des autres threads appartenant à ce processus. Donc là, on peut avoir un petit facteur d'instabilité. En revanche, une application comme Chrome, qui est basée sur de multiples processus, pour fournir un service, va être plus résiliente, elle va pouvoir plus facilement se remettre de l'un des processus qui crache, puisque si finalement l'un des processus plante, comme c'est un processus indépendant des autres, eh bien les autres vont pouvoir continuer à exister et ils vont peut-être constater la mort de l'un de leurs camarades processus au sein d'une application, mais ils vont pouvoir continuer à être exécutés. Là où si un thread plante, l'ensemble des threads du processus va planter. Alors, pthread. Pthread, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un acronyme pour POSIX Threads. POSIX étant lui-même un acronyme qui signifie Portable Operating System Interface. POSIX, rapidement, c'est un ensemble de standards formulés par l'I3E, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. C'est un ensemble de standards qui a débuté en 1988. Aujourd'hui, c'est un ensemble de standards qui consiste en 3700 pages de documentation réparties en 4 volumes. Vous pouvez aujourd'hui les trouver gratuitement sur internet au lien que je vous indique dans les slides. X est là pour faire référence au système Unix, pour Uniplex Information and Computing Services. Alors, que contient cette famille de standards? Un standard, pour rappel, ça a vocation à spécifier des mécanismes qui doivent être implémentés par un ensemble de systèmes. Et donc là, en l'occurrence, les standards POSIX spécifient un certain nombre de choses que les compilateurs C doivent implémenter pour être supportés par la plupart des systèmes d'exploitation. Parmi les choses qui existent dans ces standards, on retrouve la librairie standard C, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre notamment de faire des ouvertures de fichiers, des allocations mémoire, et on retrouve également les threads, le thread management, donc toutes les fonctions C qui vont nous permettre de lancer, de créer des threads ou de les arrêter. Comment utiliser pthread sur un système Linux? C'est très simple, vous écrivez un code C, vous faites un include de pthread.h, le header de pthread, vous écrivez du code avec des appels aux fonctions pthread que l'on verra dans quelques minutes, vous compilez votre programme et vous pouvez commencer à exécuter votre programme parallèle. Sur Windows, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il vous faut tout d'abord télécharger une implémentation de cette librairie pthread, qui se trouve sur internet et qui vous sera fournie en TP. Vous ajoutez cette librairie à votre système de développement, à votre environnement de développement. Vous incluez pthread.h dans vos programmes, vous écrivez du code C qui contient des appels aux fonctions pthread. Vous compilez votre programme en utilisant l'option "-l pthreads, comme sous Linux, et vous lancez votre programme.
Alors attention, comme je l'ai déjà indiqué précédemment, certaines fonctionnalités ne sont pas supportées sous Windows, comme par exemple l'affinité des cœurs. Nous allons maintenant passer dans la prochaine vidéo à l'aspect technique en voyant quelles sont les fonctions de cette librairie Pthreads.